Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Oubliez le héros souriant, invincible, qui triomphe toujours avec facilité. La véritable histoire d'Hercule n'est pas un conte pour enfants. On est plus proche de la tragédie absolue et du massacre que de l'histoire qui vous fera dormir. Pour comprendre Hercule, il faut comprendre comment il a été créé. Et je dis bien créé, car il n'est pas né dans l'amour. Tout commence avec Zeus, le roi de l'Olympe. Zeus sait qu'une guerre cataclysmique approche contre les géants, et il lui faut un champion mortel d'une puissance encore inégalée pour pouvoir leur faire concurrence. Il jette alors son dévolu sur Alcmène. C'est une descendante du héros Persée, et elle est réputée pour sa beauté et sa vertu. Le problème, c'est que Alcmène est déjà marié à Amphitryon, un général parti à la guerre. Et si vous croyez que c'est ça qui va arrêter Zeus, Zeus va usurper l'apparence d'Amphitryon, descendre sur Terre jusque dans le lit d'Alcmène. Pour être sûr que son héros soit doté d'une force surhumaine, il va demander à Hélios, le garant du char solaire, de stopper sa course pendant 3 jours. Bon, ça veut dire que la conception d'Hercule prend une nuit officiellement, mais en fait, ça va durer 3 jours, quoi. Et dans cette même longue nuit, son mari va rentrer de campagne et elle aura aussi un rapport avec lui. Et comprendre, ça aura son détail très important dans l'histoire. Que se passe-t-il 9 mois plus tard? Hercule naît. Mais cette naissance illégitime déclenche la colère d'Héra, la femme de Zeus. Et Héra est bien connue pour ça, elle ne pardonne jamais. Bon alors elle peut pas s'en prendre à Zeus, puisque c'est le roi parmi les dieux. Par contre, elle va s'en prendre à son fils et lui faire vivre un enfer. Avant même qu'Hercule ne pousse son premier cri, elle agit. Elle va manipuler l'accouchement d'Alcmène, afin que le frère d'Hercule naisse avant lui. Il s'agit d'Eurysthée, un gringalet peureux, se destine à un avenir assez lâche. Et pourtant c'est lui qui deviendra roi à sa place. Ah, et je l'ai pas dit, mais Eurysthée n'est pas le fils d'Amphitryon, il s'agit bien du cousin d'Hercule. Au moment d'accoucher, Alcmène donne donc naissance à Hercule et à Iphiclès, son frère, né de la relation qu'elle a eue avec Amphitryon. Le rapport d'Hercule avec les dieux va commencer assez rapidement. En effet, Hermès, dans les premiers jours de sa vie, va l'enlever et le déposer dans le berceau d'Héra. Et oui, aucun fils de Zeus ne peut devenir immortel, sauf s'il a tété le sein de la déesse. Bon, du coup, comme il est placé dans le berceau d'Héra, il s'exécute quoi. Enfin, c'est un réflexe de bébé en fait. Héra sent Hercule en train d'agir. Indignée, elle le repousse. Et la légende raconte que le lait versé dans cet acte forma la voie lactée. Belle histoire. Mais bon, ça ne lui suffit pas à Héra. Quelques mois après sa naissance, alors qu'Hercule est en train de dormir, elle y glisse 2 serpents, très venimeux, pour tenter de le tuer. Quand la nourrice se rend auprès d'Hercule pour se rendre compte s'il va bien ou pas, elle hurle de terreur. Les gardes se rapprochent et se rendent compte qu'Hercule a tué les serpents de ses propres mains. Vraiment très bizarre, c'est Hercule. L'éducation qui a Hercule reflète sa nature. Elle est excessive. Son beau-père, Amphitryon, comprend très vite qu'Hercule est un enfant très bizarre, doté de capacités surhumaines. Alors il l'entoure des meilleurs instructeurs de toute la Grèce. Castor lui apprend le maniement des armes, et Autolycos, la lutte. Mais sa force colossale est un danger impossible à doser. Le tournant de sa vie va commencer alors même qu'il est très jeune. Son précepteur, Linos, le réprimande pour une fausse note, pendant ses cours de musique. Et d'un simple mouvement d'agacement, Hercule le frappe avec sa lyre, lui fracasse le crâne et le tue sur le coup. Bon, Hercule sera acquitté pour ce meurtre en invoquant la légitime défense, une notion juridique d'ailleurs naissante en Grèce à ce moment-là. Pour l'éloigner, on l'envoie garder des troupeaux dans la montagne. Bon, Hercule fait beaucoup d'exploits. À 18 ans, il tue un lion de ses propres mains. D'ailleurs, c'est un beau clin d'œil, on le verra plus tard. Ça lui vaudra l'admiration d'un roi local, Thespios. Il est tellement fasciné par cette génétique qu'il lui offre sa fille. Sauf qu'il est tellement fasciné par Hercule qu'il s'arrange pour que ses 50 filles s'occupent d'Hercule. Et donc dans la légende, Hercule aurait 50 enfants avec 50 des filles de Thespios. Ouais, ça commence à devenir un peu bizarre. Mais c'est surtout sur le plan politique que sa violence éclate. Thèbes est alors soumis par un lourd racket de la part de ses voisins. Quand Hercule croise les percepteurs d'impôts ennemis, la réponse est brutale. Il leur ampute le nez et les oreilles. Il en fait des pendentifs macabres et il les envoie à leur roi.
Et donc la guerre éclate. Hercule mène les troubles thébaines au massacre. Il écrase l'ennemi et il leur impose le double de leurs propres taxes. Par ailleurs, son beau-père Amphitryon meurt dans les combats. C'est ce triomphe militaire absolu qui lui vaudra d'épouser la princesse Mégara et d'atteindre l'apogée de sa vie. Et oui, son apogée arrive assez tôt finalement. Et avec Mégara, il s'assagit et fonde un foyer. Ensemble, ils ont plusieurs fils, les sources parlent de 3 à 8 enfants. Et Hercule a désormais tout ce qu'un mortel peut désirer. La gloire, le foyer et le triomphe. Et c'est son bonheur et sa réussite totale qui déclenchent la jalousie divine. Héra n'a jamais oublié que son existence est illégitime. Mais Héra ne va pas l'attaquer physiquement. Elle utilise une arme psychologique que les Grecs nomment l'Issa. La rage aveugle, la folie meurtrière. Frappé par cette folie hallucinatoire, le cerveau d'Hercule se déconnecte complètement de la réalité. Il est convaincu que son palais est attaqué par une foule d'ennemis. Alors méthodiquement, avec son arc et sa massue, il les extermine tous. Et ce n'est qu'après qu'Héra décide de dissiper l'hallucination. Alors Hercule reprend ses esprits et il constate les faits. Il n'a pas tué ses ennemis. À ses pieds, il trouve les cadavres de ses enfants et de sa femme. Et il les a tués de ses propres mains. Dans ce conte, on trouve la présence du miasma, ou du miasme, une notion que j'ai déjà abordée, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur Bellérophon si vous ne savez pas ce que c'est, on en parle, et c'est une notion très présente aussi chez Bellérophon. Hercule est donc un paria, et il y a une aura autour de lui très toxique de malédiction divine. Hercule est brisé par les remords, et il cherche donc à se suicider. Finalement, il s'en empêche pour ne pas déshonorer la tragédie qui est déjà énorme chez lui. Il va donc se rendre au sanctuaire de Delphes, consulter l'oracle, et demander comment il peut purifier son miasma. C'est à ce moment-là que l'oracle lui donne son nom définitif. Effectivement, depuis le début, on parle d'Hercule, mais Hercule ne s'appelait pas comme ça au début. Il s'appelait Alcide, mais il est rebaptisé Héraclès, la gloire à Héra. Quelle ironie du sort. Bon, l'oracle a la solution pour laver ses crimes et purifier son miasma. Hercule doit se mettre au service de l'homme qu'il méprise le plus, son cousin Eurysthée. Et ce, pendant 12 longues années, et accomplir 10 travaux, qui deviendront 12, vous le verrez pourquoi. Lorsqu'Hercule fait part de la situation à Eurysthée à son arrivée dans son royaume, il n'est pas très enchanté. Voir arriver le paria dans son royaume n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le roi. Eurysthée n'a aucune intention de voir Hercule réussir, alors pour son premier travail, il va lui donner une mission qui lui semble impossible. Tuer le lion qui terrorise la région de Némée. Mais c'est pas un lion lambda. Il a été enfanté par Arthos, le chien de Guérion, que nous verrons plus tard, et Échidna, la mère de tous les monstres. Ou selon certains récits, la chimère. Encore une fois, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Bellérophon, je vous invite à aller la voir car la chimère est le principal antagoniste du récit. Bon, en fait, le fauve dévore tous les troupeaux et tous les bergers aux alentours. Il dévore même tous les soldats envoyés pour le tuer. Si personne n'arrive à l'abattre, c'est parce que sa fourrure est dite invincible. Elle serait même dorée. Il traque la bête jusque dans sa tanière. Elle a 2 entrées, alors il en bouche une et s'infiltre dans l'autre. Le combat s'engage. Toutes les techniques d'Hercule sont infortuites. Les flèches se brisent, les lames s'émoussent au contact de la bête. Même sa massue, qu'il éclate sur le crâne du lion, vole en éclats à l'impact. Bon, nous on ferait quoi? On sort de la grotte, on change de royaume, on vit avec le miasma, on a une vie un peu merdique, et puis voilà quoi. Après Hercule, la solution qu'il a, c'est le corps à corps. Il se jette sur le monstre, esquive les crocs, place ses bras en étranglement autour du cou de la bête. Il utilisa sa force divine pour verrouiller la prise et asphyxier le monstre. Et ça marche! Le lion de Némée est mort, mais Hercule doit rapporter la preuve de son triomphe. Comme la peau du lion est increvable, il se sert de la propre griffe de l'animal pour tailler dans la peau et pouvoir la ramener au roi. Et en fait, il va se couvrir de la dépouille du lion en faisant de la tête du fauve son casque et de la peau son armure. Vous connaissez sûrement Hercule comme le héros de Disney ou comme on a pu le voir souvent. Selon les croyances grecques, les dieux immortalisent ce triomphe en plaçant la dépouille du lion dans les cieux et créant la constellation du lion. Et il y a d'ailleurs une expression très connue, revêtir la peau du lion, lorsque l'on s'approprie la force de son adversaire. Donc là, Hercule vient de tuer le lion de Némée, une force vraiment dévastatrice de la région. Et donc, Eurysthée est pris de panique, voyant que son cousin arrive à accomplir des exploits. Souvenez-vous, le roi est un peu peureux et lâche. Il va donc faire construire une gigantesque jarre en bronze dans son palais
et il s'y cachera à chaque retour d'Hercule, terrifié par son cousin. Et là, le pouvoir d'Eurysthée va commencer à chuter. L'homme le plus dangereux du monde obéira à un roi lâche terré dans un pot. Voilà, c'est vraiment pas le même niveau. Eurysthée est donc terré dans sa jarre et il envoie Hercule faire son deuxième travail. Il a remarqué qu'Hercule possède une force brute bien trop élevée pour ses travaux. Alors il l'envoie face à un monstre toxique, l'hydre de Lerne. Lerne étant un marécage à cette époque. Selon les mythes, l'hydre de Lerne est la sœur du lion de Némée, puisqu'elle serait enfantée par Typhon et Echidna. Mais surtout, elle a été élevée par Héra dans le seul but de tuer Hercule. Vous avez sûrement vu passer l'hydre de Lerne dans certains contes, puisqu'elle est très connue. Il s'agit d'un gigantesque serpent venimeux, avec des multiples têtes. C'est ça. Et même son souffle est toxique et tuerait quiconque s'en approche. Bon, Hercule arrive dans le marais, et il doit se couvrir la bouche et le nez pour éviter de mourir asphyxié. Grâce à ce tissu, il sera pas one-shot en fait. Il force la bête à sortir de sa grotte en tirant des flèches enflammées. Hercule arrive facilement à couper l'une des têtes du serpent avec son épée. Et c'est là que la stupeur le gagne. En effet, si vous coupez une tête de l'hydre de Lerne, 2 en repoussent. Bon, face à ça, il appelle son neveu Iollas, qui l'avait convié jusqu'à cet endroit avec son char. Et il met au point une technique militaire implacable, la cautérisation. Maintenant, à chaque fois qu'Hercule coupe une tête, son neveu Iollas intervient et grâce à une bougie, scelle les plaies du serpent qui ne peut faire repousser sa tête. Le duo arrive à couper toutes les têtes de l'hydre de Lerne et Hercule s'assure d'enterrer la dernière tête de la bête dans la terre pour s'assurer qu'elle ne reverra jamais la lumière. Une fois la bête morte, Hercule y plonge son carquois et ses flèches pour imprégner ses armes du venin de la bête. Maintenant, s'il cause la moindre égratignure avec ses flèches, la mort est assurée. Et ça peut lui jouer des tours. Quand Hercule retourne voir Eurysthée, ce dernier lui dit que son travail n'est pas accepté. Et oui, il a reçu l'aide de Iollas. Le travail d'Hercule est donc invalidé. Avec cette réussite, Eurysthée comprend qu'il ne peut pas envoyer Hercule faire des travaux de force brute, car il va toujours revenir avec la victoire. Il va donc essayer de l'épuiser. La nouvelle cible d'Hercule est la biche de Cérynie. C'est un animal majestueux, doté de sabots d'airain et de bois doré. Le véritable danger de la biche de Cérynie, c'est plutôt son statut. En fait, c'est une créature sacrée, et c'est la propriété intouchable d'Artémis, la déesse de la chasse. Donc si Hercule tue la biche, Artémis va le foudroyer. Et si jamais il ne fait pas son travail, alors sa pénitence est annulée. Alors, il doit capturer la biche de Cérynie vivante. La biche est capable d'esquiver tous les projectiles. Hercule doit donc la traquer. Hercule va devoir suivre la bête de jour et de nuit pendant 1 an. 12 mois de traque à travers toute la Grèce. Et puis à un moment, la biche s'épuise et elle s'arrête au bord du lac Ladon. Hercule doit donc la capturer, mais sans la blesser et sans lui faire verser une seule goutte de sang. Alors il arrive à décocher une flèche d'une précision chirurgicale, pile entre l'os et le tendon de la patte de l'animal. Alors la biche est immobilisée et intacte. Sur le retour, la biche sur l'épaule, il croise Artémis et Apollon, fous de rage de voir comment l'animal est maltraité. Face à la colère des dieux, il leur explique sa situation, sa malédiction. Il énonce à Artémis et Apollon qu'il n'a pas du tout envie de faire de mal à la biche de Cérynie. Et face à cette justification, Artémis le laisse passer. Hercule est de retour à Mycène, auprès du roi Eurysthée, et il lui montre la biche une fois qu'il est sorti de sa jarre. Une fois la biche relâchée, elle retourne auprès de sa déesse. Le roi décide donc de le renvoyer dans la violence pure. Le 4e travail d'Hercule, c'est de capturer le sanglier d'Érymanthe. Le sanglier d'Érymanthe est un monstre colossal qui ravage la région d'Arcadie. Il éventre les paysans et il détruit les maisons. Le tuer serait facile pour Hercule, mais il doit le capturer. Elle fait plusieurs centaines de kilos, la défense c'est des lances, ça va vraiment être compliqué pour lui. Hercule va utiliser le terrain. Et oui, sur les montagnes d'Érymanthe, il neige beaucoup en cette période. Alors le sanglier, avec ses plusieurs centaines de kilos, s'enfonce dans la neige quand il voit Hercule. L'animal est immobilisé, Hercule peut l'enchaîner et le ligoter à sa manière. Sur le retour, Hercule croise les centaures. Et suite à une querelle assez débile autour d'une jarre de vin, une bataille éclate. Hercule se défend et tire ses fameuses flèches imprégnées du sang de l'hydre. Dans le chaos total, une des flèches traverse un ennemi et touche Chiron, le plus sage de tous les centaures. L'ami et le précepteur de nombreux héros de la mythologie. Il est immortel. Le venin lui inflige une douleur insoutenable. Son agonie perpétuelle le forcera plus tard à renoncer à son immortalité pour retrouver la paix. Quand Hercule retourne à Mycène, et c'est vraiment une scène de cartoon.
Il arrive devant la jarre du pauvre roi Eurysthée peureux, avec le gros sanglier de plusieurs tonnes bavant au-dessus de la jarre. Là, je vous le dis, pour son peuple, c'est la honte. Et pour Hercule, les travaux vont continuer.